Et bienvenue à Suis-je québécoise. Aujourd'hui, belle et douce discussion avec Esther. On parle de son parcours d'immigration, du choix qu'elle a fait de venir au Québec avec sa famille et comment qu'elle se sent présentement au Québec et son rêve pour le Québec d'aujourd'hui. Reste avec nous. Bienvenue Esther. Merci. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis très contente d'être là. Je t'avais déjà dit honorée de l'invitation, donc je suis très contente de passer ce temps avec toi. Wow, je suis vraiment contente de te recevoir ici à Suis-je québécoise. Tu le sais, on commence par notre brise-glace. Qui n'est pas un brise-glace? C'est la question qui ouvre la discussion. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, es-tu québécoise? Alors, non, pas vraiment, parce que je suis dans un processus d'immigration. Pour moi, je vois le Québec comme une terre d'accueil et je le vois vraiment comme un processus d'être québécois ou québécoise. Donc, moi, je m'inscris en tout cas dans ce chemin-là. Je serais très curieuse de voir la réponse de mes générations futures, vu qu'on a immigré ici. Mais actuellement, non, je ne peux pas dire que je suis québécoise. J'ai vécu 32 ans en France. Je suis née en France. Et même dans mon identité française, j'ai une double culture. Ma mère est sicilienne. Donc, même là, pour moi, je me considère aussi franco-italienne. Donc, c'est tout ça, c'est tout ce mélange-là. Et pour moi, le Québec, c'est vraiment une terre d'accueil. Je le vois vraiment, vraiment comme ça. Et puis, j'apprends du Québec. J'apprends sur la culture tous les jours. Et je trouve ça hyper intéressant et très enrichissant. Wow! Ouais. Donc, très belle phrase d'entrée. Je trouve une belle introduction. Donc, tu es en processus, en fait, de le devenir. C'est un souhait dans ton cœur de pouvoir porter, en fait, cette partie d'identité-là avec toutes celles que tu viens de nous nommer. Ouais, c'est ça. Puis, très honnêtement, dans ma famille, donc, on a immigré avec mon mari, mes enfants. Et puis, ce que je disais quand je suis arrivée ici, c'est qu'il y a tout ce mélange-là. Mon mari, mes enfants, on est tous nés en France. Mon mari a une double culture. Il est d'origine ghanéenne. Moi, je suis franco-italienne. Et puis, on vit au Québec. Alors, je trouve ça très intéressant quand on échange à table sur qui nous sommes. Et puis, même avec mes enfants, on a des grosses discussions. Mais on est tout ça. Et je trouve ça juste beau. Et pour moi, je le vois vraiment comme une richesse d'apprendre sur d'autres cultures, puis de vivre ici, j'en apprends tous les jours et j'aime ça. J'aime ça, on est tout ça. Je trouve que c'est très beau de le dire, on n'est pas une seule chose, on peut être plusieurs choses, plusieurs identités. Puis, comment s'est fait le choix, en fait, du Québec, de la France au Québec? Grande histoire, tu as le temps? Vas-y, oui, on a le temps. On t'écoute. Alors, je pense que dans mon esprit, jamais j'aurais pensé immigrer dans un autre pays. Ou ailleurs que la France. Pour la petite histoire, mes grands-parents ont immigré de la Sicile en Belgique, ma mère a immigré de la Belgique en France. Donc, une histoire d'immigration, mais moi, je ne m'inscrivais pas trop là-dedans. C'est un héritage. Puis, je ne me suis jamais posé trop la question pourquoi... ils avaient bougé pour des questions, je vais dire, de survie, en fait, l'immigration. Puis ma mère, elle a immigré par amour. Bon, voilà, il y avait ce contexte-là pour eux. Et pour ma part, ma sœur était déjà venue au Québec, elle avait immigré, puis quand elle était revenue, elle m'a dit « Oh, c'est vraiment génial, le Québec », donc très, très positif. Puis ma belle-sœur aussi a immigré au Québec, et puis toujours des retours très positifs. Je suis venue ici en vacances, il y a peut-être 11 ans, puis j'ai trouvé ça bien, sympa, mais pas pour immigrer, c'était des bonnes vacances. Et puis, c'est vraiment mon parcours professionnel qui m'a amenée à l'immigration. Moi, pendant 7 ans,
J'étais dans le milieu hospitalier en région parisienne, donc j'ai déménagé avec mon conjoint. On vient du sud de la France, donc peut-être que vous entendrez des petits accents de temps en temps, mais du sud de la France. Puis j'ai vécu 7 ans à Paris, puis finalement mon conjoint a une mutation pour retourner dans le sud de la France. Et moi je me suis dit génial, je vais retrouver ma famille, mon lieu, ça va être fantastique. Et puis je me suis heurtée à une problématique, c'était de trouver du travail dans le sud de la France. Donc je travaillais dans les hôpitaux de Paris. Puis ça a été quasiment impossible de retrouver un travail dans les hôpitaux à Marseille. Et ça a été pour moi une période où je me suis sentie très fragilisée. Qui je suis. J'avais eu ma deuxième fille. Et je restais à la maison et j'arrivais pas à trouver du travail. Mon estime a pris un gros coup. À ce moment-là, je me disais, mais à quoi je sers ? C'était la question que je me suis posée. Puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans un parcours où on m'a aidée à refaire mon CV. J'ai eu un accompagnement pour retrouver du travail. Et finalement, j'arrive à un forum de l'emploi à Toulon. Et je me dis, génial, je vais saisir une opportunité, je vais pouvoir travailler. Puis, en fait, je passe un entretien d'embauche qui se passe très, très mal. Et puis, pour la petite histoire, c'est qu'il y avait une file, puis juste dans le non-verbal, je me disais, oh, j'aimerais pas passer avec cette dame-là, je trouve qu'elle est très fermée, qu'elle est pas très ouverte, tout ça. Puis, finalement, la file, j'ai pas le choix, je tombe sur cette dame. Et puis là, je passe un mauvais moment, parce que, comme je te disais, mon estime de moi était fragilisée à ce moment-là. Et puis, elle regarde mon CV, puis elle soupire en disant qu'est-ce que c'est que ça ? Puis elle donne un coup de coude à sa collègue en disant regarde ce CV, regarde ce qu'il nous envoie. Bon, je vais pas dire l'organisation, mais regarde ce qu'il nous envoie en parlant de moi. Et là, je me suis dit, OK, ça va mal se passer. Puis je sentais que dans les questions, c'était très fermé. Et là, ça m'a comme fissurée. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi où ça a été pour moi assez violent. Et puis, à un moment donné, elle me fait « Oh, je vois que vous avez travaillé à l'hôpital. Alors, j'imagine que votre plus grande qualité, c'est l'empathie, c'est ça ?» Donc, c'était très condescendant et très... je me suis dit, OK, je me sentis humiliée, je pense, à ce moment-là. Puis, je suis sortie de là et je devais passer plusieurs entretiens d'embauche dans cette journée. Et finalement, je n'ai fait que celui-là. Je suis sortie de là, puis en fait, je me suis effondrée. Effondrée en larmes, et je me rappelle, j'étais sur le port de Toulon. Et j'appelle mon conjoint qui me dit « Alors, comment ça s'est passé t'as pu voir plusieurs stands ?» Et je suis en pleurs. Et puis il se dit « Comment tu passes des entretiens, puis t'es en pleurs, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je me souviens au téléphone, je lui ai dit « Scott, je ne veux plus jamais vivre ça. Je ne veux plus jamais vivre cette situation. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je reprenne des études. » Et là, il y a comme quelque chose qui m'a dit « Il faut que tu te sortes de là. Il faut que tu bouges. » Et comme quelque chose d'urgent, une urgence. Et puis, j'en parle autour de moi, puis il y a ma sœur qui me dit « Esther, écoute, il y a un programme à l'UQAM. L'intitulé, je suis sûre que quand tu vas le lire, ça va faire du sens pour toi. » Ok, donc elle m'envoie, donc elle me parle du bac en communication humaine et organisationnelle à l'UQAM. Et je lis l'intitulé qui parle de remettre l'humain au centre de nos organisations, l'humain au centre de nos entreprises. Et ça a fait écho en moi en disant, je pense que quand j'ai passé cet entretien, je ne me suis pas sentie humanisée, je me suis sentie comme un numéro et je veux comprendre pourquoi. Et pour moi, remettre l'humain au centre, ça faisait du sens pour beaucoup de choses dans ma vie. Et donc la porte s'est ouverte et puis j'ai cherché en France s'il y avait d'autres bacs qui parlaient de ça, puis je n'ai pas trouvé. Et en fait, j'ai parlé à mon mari, j'ai dit écoute, il y a un bac, je veux faire ces études, je veux me sortir, je veux être plus forte que ça. Et en fait, il me dit il est où ? C'est à l'UQAM, au Québec. J'ai dit ok. Et j'ai dit est-ce que t'es game de partir avec moi ? Il m'a dit ok Esther. Il m'a dit ok, je vais te suivre. Et à côté de ça, si je peux ajouter, je pense que il y a un moment donné où je pense que j'arrivais pas aussi à voir mon avenir en France. Je pense qu'on quitte un pays pour du mieux. Je pense vraiment ça. Puis dans le contexte où on était avec mon mari, mes enfants, j'avais du mal à voir l'avenir pour nous. Je sais pas comment expliquer, de me dire est-ce que mes enfants vont grandir dans un certain environnement qui était pas très positif, avec des remarques pas super. Donc, j'étais comme... Et en fait, mon mari m'a dit non.
on y va, on tente l'aventure. C'était un bac, donc 3 ans. Et on s'est dit, sur place, on va voir comment on se sent. Et on s'est très bien senti. Très, très bien senti. Premièrement, j'ai envie de dire bravo. Bravo pour ton courage. Parce que c'est une chose de dire, de recevoir justement ce programme-là par ta sœur, puis de le lire, puis de faire comme, OK, oui, ça devient un projet de famille. Oui, on en parle, puis oui, on y met vraiment au Québec. Donc, bravo d'avoir eu ce courage-là de ce gros changement de vie. Ouais, mais c'était nécessaire. Puis, tu sais, souvent, je le dis, même dans mon parcours d'immigration, pour moi, ça a été une renaissance de vivre ici, de partir, en fait. Et, tu sais, cette notion d'urgence, de dire, pour vivre, c'est quand même gros, mais pour vivre vraiment, j'ai besoin de partir de chez moi. Et oui, ce déracinement s'est fait assez, j'ai envie de te dire, naturellement. Et quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression comment dire ça, de pouvoir prendre racine. Je sais pas comment expliquer. De dire, OK, je peux être moi ici. Tu peux être toi. C'est fou. Wow, très, très beau. Puis comment qu'on explique à ces enfants qu'on part, en fait, parce que ta famille, tes parents étaient encore en France, si je ne mens pas. Donc, comment qu'on explique qu'on quitte, puis que, bon, les grands-parents, peut-être qu'on les reverra, on les reverra de temps en temps. Pour les enfants, ce qui était bien, c'est que mon fils avait 6 ans. Puis lui, très famille, donc il s'est dit, on est ensemble. Puis ma fille avait pas encore 3 ans, donc ça s'est fait assez, je dirais, facilement pour eux. On déménageait. Bon. Après, pour les parents, je pense que oui, il y avait le côté émotionnel, de dire d'être loin d'eux. Mais en même temps, j'ai des bons parents qui nous ont dit de suite, si c'est pour que vous soyez heureux, allez-y. Et en fait, c'est de vous voir épanouir. Pour nous, c'est la meilleure chose. Puis c'est fou parce que quand je parle d'études supérieures, moi, j'ai jamais fait d'études supérieures. Je suis jamais allée à l'université. Puis finalement, si tu vois mon bulletin de notes au lycée, donc en France, tu te dis, oh la pauvre, elle n'a pas trop de chance. Enfin, niveau des notes, c'est quand même intense. Mais enfin, intense, c'était pas très élevé. Et en fait, le fait d'aller à l'université, avec mes enfants, de reprendre des études, c'est aussi quelque chose que je voulais me prouver. Puis je sais qu'à la fin de mon bac, ma mère et mon père disaient, on est tellement fiers de vous, parce que ma sœur a embarqué avec moi aussi, pour la petite histoire. On est tellement fiers de vous. Puis je pense qu'aussi ça, nos parents, ils ont vu que le bien fondé, en fait, pourquoi on partait et qu'est-ce qu'on allait réaliser, en fait, finalement, là-bas, ou ici. Ouais. Puis comment s'est passée votre arrivée ici? Écoute, ça s'est bien passé. On est arrivé en été. C'est le bon choix. Voilà. Donc, on est arrivé en été. Donc, il faisait beau, il faisait chaud. Donc, bien arrivé. Après, c'est sûr que de suite, on a dû enclencher. On est arrivé en août, septembre, je commençais les cours. Il y a eu des petites adaptations à faire, parfois même à l'école, parce que je connaissais pas les journées pédagogiques pour mon fils. Puis un jour, j'arrive à l'école, je veux le mettre, et puis on me dit, ah non, vous pouvez pas, c'est journée pédagogique, il fallait l'inscrire. J'étais comme, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça, donc des petites choses à ajuster. Mais je te dirais, ça s'est vraiment bien passé. On a trouvé facilement un logement. C'était avant la pandémie, 6 mois avant la pandémie. Ah, waouh! Ouais, OK. ouais. 6 mois avant la pandémie, on a trouvé une garderie pour notre fille en 1 mois. Je pense que ça, c'est un record. Oui. Voilà, vu le contexte, j'ai compris après. Donc, en fait, ça s'est bien fait. Puis, pour la petite histoire aussi, j'ai la sœur aînée de mon mari qui vit ici. Elle, ça fait 12 ans, je pense, qui, du coup, était là, elle nous a accueillis. Donc, en fait, si tu veux, pour moi, je pense que ça a été vraiment un bon atterrissage, si je puis dire. J'avais ma belle-sœur qui était là. Puis, ma sœur est venue immigrer 2 jours après nous. Donc, j'ai comme retrouvé un petit cocon familial. Ce qui, je pense, a beaucoup aidé aussi dans l'immigration, d'avoir la famille, ne serait-ce que même pour les enfants, d'avoir les tontons, tatas, cousins, cousines, ça a aidé. Ça recrée en fait ce sentiment d'avoir cette famille alentour. Donc, tu as immigré et ta sœur est venue vous rejoindre 2 jours après? Et oui, pour faire le même programme que moi. En fait, ma sœur, quand elle m'a envoyé le programme, elle me dit, écoute, moi aussi, je vais m'inscrire. Donc, en fait, on était toutes les deux à l'université. On a fait le même programme, même bac pendant 3 ans. Wow. Donc, on s'est retrouvés aussi, ma sœur et moi. Donc, c'est ça. On était ensemble. On a étudié ensemble.
Wow. Ouais. Puis, une des raisons pour laquelle moi, je souhaitais t'inviter, en fait, au balado, c'est parce que tu as partagé il y a quelques mois de ça sur tes médias sociaux. Tu célébrais tes 6 ans au Oui. Québec, je ne veux pas mentir. Tu C'est célébrais ça. tes 6 ans au Québec, puis tu as mentionné à quel point, t'étais bien. Tu parlais des paysages que tu aimais vraiment beaucoup. Ouais. Puis il y a une phrase qui m'a marquée vraiment, c'est que tu as retrouvé ta joie de vivre. Et j'ai fait, oh wow. Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça beau. Tu sais, c'était vraiment, pour moi, je l'ai vu comme une déclaration d'amour au Québec. Ouais. Puis là, je disais, oh, je veux lui parler, je veux savoir comment elle se sent, son identité, son identité ici. Ouais. Puis j'aimerais ça savoir, si c'est pas trop personnel, qu'est-ce qui t'a redonné justement cette joie de vivre ici? Je pense que le sentiment que tout est possible ici. Tu sais, quand je te disais en France, de me dire je ne voyais pas mon avenir, mais ici, je le vois. Ne serait-ce que de reprendre des études. J'avais 32 ans, 2 enfants, la pandémie en plein milieu. Je suis passée, puis je me suis dit, bah, OK, c'est possible. Finalement, après mon bac, avec ma sœur, on a fondé une entreprise et je me suis dit, OK, c'est possible. Finalement, j'ai vu aussi l'évolution de mon mari dans le milieu du travail. Puis je me suis dit, OK, c'est possible. Et en fait, c'est ce champ des possibles. Et je pense que j'étais dans une saison en France où j'avais l'impression que tout était fermé, que justement, il n'y avait pas de possible. Et que ici, tout était possible. À partir du moment où tu travailles, à partir du moment où tu as cette envie d'être dans la société, d'avancer, de travailler, d'étudier ou d'être curieux, pour moi, tout est possible. Alors, c'est fou parce qu'on parle de contexte et de perception. Mais moi, ma perception, quand j'ai mis le pied ici, c'est que OK, tout est possible et tu peux réussir. Ton mari peut réussir, tes enfants peuvent réussir. Et du coup, c'est ça, en fait, qui m'a... Et puis aussi, la culture. Je trouve que moi, j'ai trouvé, à mon arrivée, l'ouverture et vraiment des échanges. Ce que j'aime, c'est que aussi, je travaille... Donc, j'ai mon entreprise avec ma sœur, mais je travaille aussi dans un organisme, un OBNL, Place à l'Emploi. Puis, j'aime beaucoup mes collègues qui sont toujours en train de m'expliquer des expressions, qui me font écouter des musiques, des tunes. Donc, tu sais, j'écoute ça, puis j'aime ça parce que je vois vraiment l'échange. Puis on me pose la question, puis toi, comment tu vois les choses? Puis toi en France, puis ici, puis comment tu dois... Et donc, pour moi, tout est possible ici. Puis je parlais des paysages, là. Moi, je suis juste émerveillée. Quand on part en voiture, que ce soit à Québec ou autre, je regarde les paysages tout le temps. L'automne, pour moi, c'est ma saison préférée. Et puis, le froid... Alors, ce qui est drôle... Où vas-tu? Non, Esther, tu t'en vas où avec le froid? Le froid, écoute, je pense qu'en France, je disais que j'avais froid, mais en fait, j'ai menti. Ici, j'ai compris c'était quoi le froid. Mais même dans ça, je vais te dire, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie ici, les bouts des doigts qui... t'as envie de hurler, mais je trouve ça magnifique. Et un jour, je me voyais en train d'enlever la neige sur mon auto, d'avoir froid et de dire, mais je suis reconnaissante d'être ici. Qu'est-ce que je suis heureuse d'être là. J'ai mal aux doigts, mais je suis heureuse d'être là. Et je sais pas, c'est un sentiment profond de... Je suis heureuse d'être ici. Je suis reconnaissante d'être ici. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment en moi. Et quand je retourne en France en vacances, je suis très fière de dire, je vis au Québec. Et puis, même quand je suis rentrée en France, je me suis dit, oh, j'ai envie de rentrer chez moi. Et mon chez moi, c'est ici. Et je me sens bien. Wow! Ouais. Comme tu l'as mentionné, tu es arrivée ici, puis tout de suite, tu as voulu étendre tes racines. Ouais. Tu as voulu prendre place ici, puis tu as pu découvrir une nouvelle saison de toi aussi. Tellement. Donc, non, pour moi, c'est que du positif. Je pense que aussi dans l'immigration, il y a toujours le côté, j'aime bien, la période un peu de comment on appelle ça, les noces, là, où, tu sais, la lune de miel. La lune de miel. Voilà, où tu idéalises, et c'est vrai, puis c'est vrai, tu idéalises. C'est comme ça, puis tu sais, c'est un processus, du coup, l'immigration. Après, il y a des choses qui sont moins... on va dire moins, mais j'y suis pas encore là. Je suis encore dans la lune de miel où je suis heureuse d'être là, puis je suis bien. Puis tu nous as parlé des champs des possibles, ce que je trouve très beau. C'est pas la réalité pour tout le monde qui immigre. Des fois, c'est plus difficile pour certaines personnes. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a rendu possible ce champ des possibles pour toi, en fait?
Qu'est-ce qui a rendu possible? Je pense que ça a vraiment été pour moi un shift dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été, ne serait-ce que d'avoir été acceptée à l'université, parce qu'à la base, j'ai eu un refus. Ah oui, Ouais. OK. Vu mes notes, bon. Mais à la base, j'ai eu un refus. Et puis, finalement, j'ai dû passer comme un concours, là, puis, comme un examen d'entrée, puis j'ai réussi. Ah. Et déjà, ce petit truc, je me rappelle du monsieur qui nous a dit « Attendez, je vais regarder les résultats. Ah ben, vous avez réussi !» Et je crois que je lui ai sauté dans les bras. Je suis désolée. Et déjà, ça a été un petit déclic qui était « Ok, t'es capable. » Parce que, justement, comme je te disais, mon estime de moi avait pris un coup. Et là, je me suis dit « Ok, t'es capable. » Et finalement, dans ce processus-là, ça a été au début les premiers mois à l'université, les premiers devoirs à rendre, les premiers « Ok, t'es capable d'avoir des bonnes notes. Ok. » Puis de prendre plus d'assurance. Oh, t'es capable de faire ça. T'es capable de... Puis c'est comme... Et dans mon esprit, en fait, c'était, comme je disais, les champs des possibles. Je suis capable de... Je me perçois comme capable de... Je peux le faire. Et ça, là, c'est une liberté... je pense, dans l'esprit, de dire je suis capable de faire ça. Et en fait, rien ne peut m'arrêter si ce n'est moi ou peut-être certaines circonstances. Tu sais, il faut aussi... il faut être vrai, là. Je pense que même l'immigration que j'ai eue, je suis extrêmement chanceuse. Il faut prouver au niveau financier que tu peux venir ici, que tu peux repartir. Mon mari a trouvé du travail depuis la France. Donc, finalement, l'entreprise ici l'a aidé pour le déménagement. Donc, je me rends compte que j'ai eu vraiment comme un beau package, là, un beau cadeau bien emballé. Et c'est une chance. Et c'est aussi un privilège. Donc, il y a tout ça qui a aidé. Je dis pas que ça a toujours été facile, parce que il faut se donner, c'est du temps, de l'énergie, des sacrifices aussi. Mais ça vaut le coup. Moi, je souhaite célébrer ça parce que, oui, tu es venu au Québec, mais tu viens améliorer, agrémenter le Québec. Peu importe ce qu'on t'avait dit en France, mais ici, c'est pas la Esther qu'on a. Tu sais, on a une femme brillante, intelligente, entrepreneur. Donc, moi, je veux le souligner, là, c'est un très, très beau parcours qui a sûrement eu ses moments difficiles, ses moments de challenge, mais la femme que moi, j'ai devant moi et que j'ai pu voir dans les dernières années, que j'ai pu côtoyer dans les dernières années, ben, c'est une femme brillante. Puis qui prend soin des gens, en fait. Puis ça va tout avec le côté de mettre l'humain au centre, ce qui m'amène à dire, tu t'es ancré ici en tant que personne, avec ta famille, mais tu as quand même bâti une entreprise avec ta sœur. Donc, il n'y a pas plus grand geste de « on reste au Québec » que de partir son entreprise au Québec. Est-ce que tu veux me parler un peu de Conseil Reliance? Oui, ben, en fait, c'est venu vraiment pendant notre bac. Pour moi, il y a eu comme, avec ma sœur, des lumières qui se sont allumées parce que, ayant travaillé en France dans des organisations, du coup, j'avais l'expérience de travailler dans le milieu hospitalier. Puis, qu'est-ce qui pouvait se jouer et des mots que je n'arrivais pas à mettre sur des dynamiques d'équipe ou des conflits ou des problèmes de communication. Je me disais, mais on parle la même langue, mais on ne se comprend pas. Finalement, même dans ce que j'ai vécu dans mon entretien RH qui s'est mal passé, je me suis dit, il y a des loupés que j'ai. Et en fait, durant mon bac, c'est comme si je comprenais, je mettais des mots sur mes mots à moi, mais j'aime beaucoup, souvent on dit, c'est parler, c'est comprendre et se comprendre. Puis même ce que tu fais là dans ce podcast, le fait de donner la parole, c'est aussi se comprendre en tant qu'individu, mais en tant que société. Et la parole, pour moi, est créatrice et elle donne du sens. Donc finalement, on a eu ce bac-là. Puis une fois que j'ai terminé ce bac-là, je me suis dit, mais en fait, tout le monde devrait être formé à la communication. Tout le monde devrait être formé à la gestion de conflits dans les équipes de travail. Tout le monde devrait être formé à justement la diversité dans les équipes de travail. On parle de différentes strates de diversité. Nous, on s'est alignés sur la diversité de personnalité. Mais tout le monde, pour moi, tout le monde doit le savoir. Et pour moi, ça va contribuer à des environnements sains de travail. Et j'estime que, en tant que travailleur, on a tous le droit à avoir des environnements sains de travail. C'est pas des environnements parfaits que je demande parce qu'on est humain, on est faillible. Mais est-ce que on pourrait se poser la question comment on pourrait faire mieux? Et ce que j'aime dans l'entreprise que j'ai fait avec ma sœur, c'est qu'on donne l'information, on donne aussi on donne du conseil, on fait des tests psychométriques, profil Nova, intelligence émotionnelle. Mais c'est de questionner, que ce soit les dirigeants, les gestionnaires ou les équipes, et d'avoir ce regard sur eux, réflexif, en disant je suis
cet agent de changement. Et autant dans cette entreprise-là, ce qui me fait vibrer, c'est de me dire peut-être qu'il y a une phrase, un mot, une attitude qui va faire qu'en face, la personne va se dire « Oh, et si le changement, il commençait par moi ?» Tu sais, c'est facile de pointer les autres, c'est facile de pointer les défauts de tout le monde, là, on les voit, mais se regarder soi, puis tu sais, la culture du feedback, là, ça peut piquer. Je sais pas si, oui. si ça te parle, mais ça... Et là, pour moi, j'ai trouvé du sens, une mission, quelque chose où quand je vais dans une organisation, quand les gens nous parlent, parfois, des conflits, c'est quand même quelque chose de souffrant parce que ça peut glisser au harcèlement psychologique. Mais pour moi, je m'inscris dans quelque chose de préventif dans les risques psychosociaux. Et en même temps, je suis en face d'humains qui vivent de vraies choses et pas juste, ils vivent des conflits. Il y a des choses en arrière. Et donc, moi, ça me passionne. Et chaque personne que je rencontre, chaque client, chaque organisation, j'en ressors, moi, grandi. J'apprends autant que j'essaie de transmettre ma connaissance, mais j'en apprends encore plus sur l'humain, sur la complexité de l'humain, sur tous les enjeux qu'on voit pas, qu'on nomme pas. Et moi, je trouve ça juste fantastique. Et de me dire, est-ce que je peux contribuer positivement dans les organisations, dans les OBNL, etc. Comment je peux contribuer pour que ces environnements soient plus sains. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui est justement dans une organisation, un organisme communautaire ou même une entreprise qui vit dans un milieu de conflit, quel serait le premier conseil que tu donnerais à cette personne-là, outre d'appeler Conseil Reliance, s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est se questionner soi sur qu'est-ce que cette situation dit de moi, qu'est-ce que je vis dans cette situation et pourquoi elle arrive à ce moment-là. Puis le questionnement, il est très puissant. Je crois que de dire pourquoi ça arrive, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que je ressens en arrière, qu'est-ce que ça me fait à moi, et de se regarder là-dedans. C'est encore une fois, de mettre le spot sur l'autre, c'est une chose, mais de tourner ce spot sur moi, de me questionner, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi. On pourra toujours dire l'autre ci, l'autre ça, mais moi, comment j'y contribue? La contribution, je parle jamais de 50-50, ça peut être 10%, ça peut être même 5%, ça peut être même de l'évitement en disant mais j'ai rien fait, j'ai rien dit. Oui, mais on y contribue quand même. Donc, comment, dans cette situation, je peux comprendre c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui se passe derrière, c'est quoi la dynamique, mais vraiment se questionner profondément sur pourquoi je vis cette situation, qu'est-ce qui se joue au-dedans de moi. Et ça, c'est le premier pas vers une résolution de conflit, c'est de dire, on vient de toucher peut-être des peurs ou des blessures qui sont peut-être plus profondes ou qui vont peut-être plus loin que ce que je vis présentement. Très bon outil qu'on peut même appliquer dans notre vie personnelle, dans nos relations interpersonnelles également. Ouais. Donc, toute personne qui écoute ce balado et qui vit des moments de conflit, je vous... Appelez Conseil Reliance, on mettra les informations vers votre site web. Sinon, je voulais savoir, question, là, les gens, je veux juste préparer les gens, je ne lui ai pas posé la question à l'avance. Chanteur, chanteuse ou auteur, autrice québécoise qui te touche, que tu aimes? Alors, j'espère pas vous décevoir. Mais moi, je suis fan de Céline Dion. Bon, voilà, elle a une histoire avec la France, puis moi, ça me rappelle mon adolescence, Pour que tu m'aimes encore. Oh, oui! Voilà, donc moi, c'est très... voilà, je suis capable de chanter ces chansons. Voilà, cet album-là, je l'ai tellement aimé. Après, c'est rigolo que tu me poses cette question-là, parce que j'ai une collègue de travail, je travaille aussi à Place à l'Emploi, c'est un organisme, aussi un OBNL, et j'ai une collègue de travail qui met plein de tunes québécoise, et puis qui, voilà, elle essaie de me donner cette culture-là musicale que je n'ai pas encore. Mais voilà, elle me forme. Puis je sais qu'une fois, j'ai fait un karaoké aussi avec des chansons québécoises. Puis je suis comme, OK, c'est encore un monde que j'ai pas exploré sur Spotify, les chansons québécoises. Mais comme artiste, je te dirais Céline Dion, c'est une bonne réponse. Je sais que j'ai appris dans les dernières années que Céline était polarisée. Je pensais pas. Ouais? Y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Okay. Moi, je pensais que c'était quand même assez unanime au Québec que Céline Dion, on l'aime. Mais non,
Finalement, j'avais très tort. Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup chanté les chansons de Céline Dion. Mais pour que tu m'aimes encore, c'est quand même fragile là, parce qu'elle parle quand même de magie et tout. C'est en vieillissant, quand j'analysais les paroles des chansons, je disais, OK, tu vas là pour qu'il t'aime encore. Ouais, c'est vrai, c'est un peu intense. Mais tu vois, quand t'es ado, t'es comme... Tu chantes, c'est tout. Sinon, Esther, pour clôturer notre conversation, est-ce que tu as un souhait pour le Québec d'aujourd'hui? Ouais, c'est une grande et belle question, mais oui, j'ai un souhait, c'est de continuer d'être cette terre d'accueil, cette terre ouverte à l'autre, d'être curieux de l'autre encore, puis d'être vraiment dans cette belle découverte de l'autre. Moi, c'est ça que mon souhait pour le Québec. Je trouve ça beau, moi, quand je marche dans les rues, que ce soit à Montréal, de voir cette belle diversité, ou dans les organisations où je vais, quand je vois la photo de classe de mes enfants, quand je vois tout ça, je me dis, j'aime ce Québec-là. J'aime ce Québec qui se questionne, qui échange, qui a les bras ouverts, qui a de l'humour. J'aime cette richesse-là. C'est ce que je souhaite préserver. Et moi, en tant que personne, de contribuer à ce Québec-là, c'est très important pour moi. Merci, Esther. Merci à toi.